Bonjour et bienvenue dans le garage. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait la présentation d'une scie sous table de la marque Vevor. C'est une marque chinoise et le but de cette vidéo, c'était de voir un petit peu ce que valaient les produits de cette marque. Cette vidéo, elle vous a extrêmement plu, donc j'en suis très content, aussi bien pour moi que pour vous. Et je me suis dit que cette fois-ci, j'allais tester un autre matériel de la marque, donc Vevor, et j'ai choisi l'outil qui, à mon avis, permet de travailler le bois massif, c'est-à-dire une raboteuse. Alors on va voir ce qu'il y a dans ce carton, on va voir la raboteuse de marque Vevor, ce qu'elle vaut, en tout cas ce modèle, et puis on va voir ce qu'on peut en faire. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à un châssis. Ouais. Ce sont des cornières. Ouais. C'est bien emballé, j'ai du mal à le sortir. Alors c'est très lourd, hein. On a des écrous ici. Ah, il n'y a pas de place perdue dans le carton, hein. Bon, c'est coincé. Il va falloir que je commence par monter une manivelle ici. Cette manivelle, elle va servir à régler la hauteur de rabotage et donc à déplacer toute cette partie-là. Je vais pouvoir débloquer ces trucs-ci et ceux-là. Et donc, ici, dans la raboteuse, on avait tous ces accessoires et la manivelle, je la trouve là-dedans. On va voir en détail ce qu'il y a là-dedans après. Alors, pour monter la manivelle, il faut utiliser un tournevis, mais il n'est pas fourni, curieusement. D'habitude, c'est le cas. La manivelle est en métal, la poignée est en plastique, par contre, et elle est bien fichue. Vous voyez, il y a un mets-plat ici, donc ça se met comme ça. Et déjà, normalement, je peux m'en servir. Voilà, c'est ça. Mais je vais quand même la visser, bien sûr. Et je ne sais pas pourquoi ils ont mis un écrou sur la vis pour pouvoir faire contre-écrou, mais à mon avis, il est complètement inutile. Voilà, donc ça c'est débloqué. Ça s'enlève par derrière. Et si je remonte, je devrais pouvoir enlever ça. Voilà, bon. Alors, la machine est livrée avec de la quincaillerie, donc quelques outils, des clés Allen, des clés plates. On a des pieds si on veut mettre la machine directement sur un établi comme ici, ou alors un piétement. Donc là, c'est toute la quincaillerie, les pieds et les cornières qui permettent de monter le piétement de la machine. Donc je vais le monter tout à l'heure. Et petite surprise agréable, on a aussi un gabarit qui va permettre de positionner les fers. Et ça, c'est pas du luxe, hein. Pour pouvoir régler des fers de rabot d'égo correctement, sans ce genre de gabarit, c'est vraiment pas simple. On verra tout à l'heure comment ça marche. Et on a aussi ce carter qui va venir remplacer le carter d'aspiration qui est déjà monté dessus, au cas où vous vouliez utiliser la machine sans aspirateur, ce que je ne vous conseille pas du tout. Alors, comment c'est fichu une raboteuse? Alors ici, vous avez l'entrée, donc le bois va venir ici, donc la flèche l'indique d'ailleurs. Elle va passer sur le plateau là, ressortir de l'autre côté. Donc vous voyez, on a une table d'entrée qui est rabattable, avec un petit rouleau au bout pour faciliter le déplacement du bois. Même chose sur la table de sortie qui se trouve derrière. Et là-dessous, vous avez les fers qui vont venir raboter le haut du bois qu'on va enfiler par là. Donc vous avez ici le moteur. Alors c'est un moteur à charbon. L'emplacement des charbons se trouve ici, on pourra les remplacer. Vous avez ici le marche-arrêt. Donc il y a une position marche comme ça, une position arrêt comme ça. Et si j'enlève ça, ça devient inopérant. Donc on a une sorte de sécurité enfant. Mais enfin, la meilleure solution, c'est quand même de débrancher la machine. Et ici, on a un bouton pour réarmer la protection thermique au cas où le moteur surchauffe. De ce côté-là, on a une jauge de profondeur. Donc, évidemment, le bois s'appuie ici et il va faire l'épaisseur qui correspond à la distance entre ce plateau et les fers ici. Et ici, on a donc un repère sur l'épaisseur du bois. Alors, on a un côté en millimètres et un côté en pouces. Ce modèle est capable de raboter des planches, en théorie, de 330 mm. Ici, la table fait 360 de large. Et donc, les fers sont assez larges pour pouvoir raboter 330 mm. Alors attention, ça reste théorique. Ça va être possible pour certains bois, je pense, les bois tendres. Ça va dépendre de la puissance du moteur, de la rigidité de la machine, de la qualité des fers et de leur affûtage. Donc attention, hein. Un détail intéressant, sur le dessus de la machine, ici, vous avez des rouleaux. Et ça va faciliter le transport du bois. Parce qu'en fait, on va rentrer le bois ici. Ensuite, on va le récupérer de l'autre côté et on va redescendre un petit peu la raboteuse.
puis on va le repasser. Et donc le fait de passer le bois de ce côté, de le récupérer et de pouvoir le repasser comme ça, directement sur la machine, ben ça peut être pratique. Ou alors on passe à côté, c'est pas mal aussi, mais si le bois est lourd, ça peut être sympa de pouvoir s'appuyer là-dessus. Sur les côtés de la machine, on a des poignées de transport, ça c'est pas mal. Je vous rappelle que les tables sont rabattables, ça c'est bien. Par contre, attention, si vous voulez qu'elles tiennent, il va falloir remonter complètement le bloc moteur et raboteuse. Sinon, vous voyez, ça tient pas. Le bouton ici fait tomber la table. Et en position relevée, il n'y a rien qui verrouille les tables. Et de ce côté-là, c'est pareil, parce qu'ici, on a le raccord d'aspiration que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc là, on est sur la sortie de la machine, à l'arrière. Le raccord d'aspiration, il est là, et clairement, il est trop petit, à mon avis. Il fait moins de 50 mm. Je dirais 44. Ouais, il fait 43 mm. Ouais, donc à mon avis, ça va pas mal bourrer au niveau des copeaux ici. Mais de toute façon, la machine, je pense qu'il va falloir l'utiliser en faisant des passes très fines et minimiser l'évacuation de copeaux, ça c'est clair. Une machine comme ça fait pas de la sciure, ça fait des copeaux. Et les copeaux, ça bouge très vite, les petits tuyaux comme ça. C'est pour ça que les aspirateurs de Rabodego, ils ont des tuyaux qui font 100 ou 120 mm de diamètre, et ils ont une aspiration qui paraît moins forte, parce qu'il y a tout autant de débit qu'un aspirateur classique, par contre sur un tuyau beaucoup plus large. Donc finalement, le débit est gigantesque. Et même encore comme ça, avec ma combinée, j'arrive des fois à bourrer le raccord qui fait 100 mm sur ma machine. Donc, de toute façon, cette machine, il faut absolument utiliser une aspiration. Si vous n'avez pas d'aspirateur, le fabricant vous propose de remplacer cet embout par ceci. Et ben, peut-être qu'il va falloir le faire, parce que cet embout d'aspiration, à mon avis, est vraiment petit et risque d'être problématique. On verra l'usage. Bon, ce raccord d'aspiration, c'est la première mauvaise surprise de la machine. Heureusement, il y a plein de bonnes surprises. La première bonne surprise, c'est qu'il y a des réglages partout. Donc, vous voyez, par exemple, la table de sortie ici, et c'est la même chose sur la table d'entrée de l'autre côté, vous avez des vis de réglage qui vont permettre d'ajuster la position donc, du rouleau de sortie. Et ça, c'est important, parce que le bois que vous allez passer ici, il doit être bien plan sur cette surface. Cette surface n'est pas très large, pas très longue, je veux dire, par rapport à la longueur du bois. Et donc, cette table ici et celle qui se trouve de l'autre côté viennent prolonger cette table ici. Et donc, les tables qui sont à l'entrée et à la sortie viennent prolonger la longueur de ce plateau. Et ce plateau qui fait 29 cm, il se voit prolonger avec les deux tables à 70. Donc, ça veut dire que pendant notre rabotage, le bois sera en appui sur 70 cm. Ce qui est quelque chose quand même de beaucoup plus stable que 29. Alors évidemment, ce n'est pas aussi stable qu'une table en fonte de combiné, mais bien sûr, on ne joue pas dans la même catégorie. Ici, on a de la ferraille, clairement, c'est de la tôle ondulée, donc c'est pas terrible en termes de stabilité, mais on peut quand même régler donc ces supports, et ça va nous permettre de faire quand même un travail à peu près correct. Donc ici, vous voyez le cardan qui permet de transmettre le mouvement de la manivelle, qui permet de monter et descendre le bloc de rabotage. Et en dévissant ces deux vis, on peut décaler le cardan comme ça et pouvoir régler le parallélisme de la machine. Une dent correspond à 1/10. Et donc en décalant le cardan, vous allez pouvoir jouer sur cet axe-là en fait. Et ça va vous permettre de régler la hauteur de ce côté-là par rapport à celle-ci. Alors normalement c'est réglé d'usine, mais si vous constatez que ça ne va pas, vous pouvez le régler. Ça c'est bien. Alors attention, le plateau ici peut être parfaitement parallèle au bloc de rabotage, et pour autant, vous pourrez quand même constater que votre bois est plus épais d'un côté que de l'autre. Et bien ça ne vient pas forcément du bloc de rabotage, ça vient probablement des fers qui sont mal montés. C'est pour ça que ce genre de gadget va nous faciliter la tâche. Encore une fois, je vais y revenir tout à l'heure. Donc si vous constatez que votre bois, une fois raboté, est plus haut d'un côté que de l'autre, avant de jouer avec les réglages du parallélisme du bloc de rabotage, vérifiez que vos fers soient bien montés. C'est important. Je reviens sur l'arrière de la machine et on va regarder comment on accède aux fers. C'est super important sur ce genre de machine d'affûter régulièrement les fers. Donc on va voir comment on fait. Il faut d'abord commencer par défaire les vis ici pour enlever ce carter. Voilà. J'ai oublié de vous dire, hein, la clé là, elle est fournie celle-ci. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ce carter d'aspiration, il peut être remplacé par celui-là. Donc celui-là, il va se mettre comme ça.
Donc là, on peut dire, en échappement libre, hein. Les copeaux, ils vont dégager par là. Et ça, en général, sur une raboteuse, je ne le conseille pas parce que ça met du copeau partout dans l'atelier. Par contre, si ce carter-là a une aspiration trop petite, eh ben, il va peut-être falloir le remplacer par celui-là. Et donc, pour le monter, celui-là, on a 2 vis qui sont fournies. Alors, le porte-fer, il est là. Et les fers, ils sont là. Bon, j'ai essayé de zoomer pour vous montrer un peu mieux. Ici, vous avez un rouleau, donc vous imaginez un cylindre, bien sûr, qui comporte 2 fers. Sur ce rouleau, on a 2 grandes rainures. Donc la rainure, elle commence ici et elle s'arrête ici. Et dans cette rainure, vous avez plaqué sur le bord de la rainure là-bas le fer. Le fer, il est plaqué par la partie en aluminium ici. Alors on ne voit pas très bien, mais je vais démonter, vous verrez mieux. Et cette partie en aluminium, donc, qui vient plaquer le fer là-bas, elle est plaquée par les vis noires, vous voyez. Donc en dévissant les têtes de vis, la tête des passes va venir plaquer sur ce côté. Et donc en dévissant ces vis, on va plaquer par là-bas. Je ne sais pas si c'est clair, on va démonter tout ça et on va voir ce que ça veut dire. Donc pour démonter tout ça, vous prenez une clé de 10, je pense que c'est du 10, c'est fourni de toute manière, et vous vissez les vis pour les faire rentrer ici et donc libérer les têtes. Ah, c'est exagérément serré. Donc là, c'est desserré et vous voyez, j'espère que vous voyez, si j'appuie sur le fer, il revient parce que dessous il y a un ressort. Bon là, j'ai tiré le porte-fer, tout est venu, c'est pas très malin ça. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 vis, 9 écrous et 9 rondelles frein. Et donc vous voyez, je peux maintenant enlever cette pièce-là. Donc cette pièce, elle sert à maintenir le fer. Le fer en lui-même, il est là. Je vais arriver à l'attraper. Alors je ne suis pas censé tout démonter hein, pour changer les fers, mais là je voulais voir comment c'est fait. Et donc vous pouvez voir ici un des 2 ressorts qui va servir à relever le fer. Donc ça va servir pour les réglages. Donc ici on est au fond de la rainure, hein, vous voyez, c'est pas le plus bel usinage que j'ai vu de ma vie. Hein. J'ai l'impression que les têtes de vis frottent sur le rouleau qui semble être fait en aluminium. Alors bonne nouvelle, les fers c'est du HSS, donc de l'acier rapide comme on dit. C'est bien, c'est nickel pour une rabot d'ego. Ils font effectivement 330 mm de long, donc ça c'est une bonne chose. Et ils ne sont pas jetables, et ça j'apprécie. Donc ils sont affûtables. Donc ça c'est la bonne surprise. Ce qui est moins sympa, je ne sais pas si on voit bien par ici, c'est le support du fer ici qui est un petit peu cagné de partout. Il y a des petits pets. Bon, c'est pas gênant, mais bon, c'est pas terrible quand même. Et alors, j'ai compris pourquoi j'ai dû démonter le porte-fer en plus du fer. C'est qu'en fait, vous voyez, sur le porte-fer, il y a des ergots ici. Et ça permet de maintenir le fer en place. C'est-à-dire qu'il a des ouvertures là. Alors, est-ce que ça a un intérêt? Bah, je pense pas. Il n'y en aurait pas eu, le fer tiendrait tout aussi bien. Et j'aurais pas besoin de démonter tout ça et toutes les vis pour pouvoir démonter le fer pour l'affûter. En plus de ça, la lumière ici, bah, quand le fer va s'user, on va plus vite arriver à un moment où on ne pourra plus l'utiliser. Mais bon, c'est pas pour tout de suite ça quand même. Hein. Donc je vais remonter le fer sans l'affûter parce que je voudrais faire un test de rabotage d'origine comme ça pour voir s'il coupe sortie d'usine. Donc du coup, le fer, je vais le mettre comme ça, le porte-fer comme ça. Et ensuite, je vais mettre les vis et leurs supports. Alors attention à bien penser à mettre la rondelle frein dans chacun des trous comme ça. Alors je vais essayer de le remonter en mettant tout d'un coup. Alors il faut bien vérifier avant que les ressorts soient au fond hein, des lumières, dans leurs emplacements. Le problème c'est que les vis, elles sont pas calées quoi. C'est assez pénible à faire, donc j'y suis pas arrivé. Je vais essayer maintenant sans le faire. Donc je mets d'abord le porte-fer et les vis, que j'ai vissé à fond. Voilà. Et maintenant, je vais voir si le fer passe. Non, il passe pas. Ça m'aurait étonné, tiens. Bon, j'arrive pas à remonter les fers à cause du fait qu'il faille maintenir le fer, le porte-fer
et les vis qui ne sont pas maintenues tout ensemble pour les enfiler dans la rainure là-bas. Et c'est chiant, ça passe pas. Donc je vais opter pour une solution radicale. J'ai dégagé les goupilles qui vont ici et qui servent à positionner le fer. Ça sert absolument à rien ce truc-là parce que c'est pas ça qui va tenir le fer, ce sont les vis. Il y a d'ailleurs 9 vis, à mon avis 5 suffirait. Mais bon, ok, très bien, je vais remonter les 9 bien sûr. Donc maintenant la solution, ça va être de mettre les vis en place sur le porte-fer, de monter le porte-fer et ensuite monter le fer. Et là ça devrait aller. Ensuite, je monte cette pièce en place sans le fer. Attention aux vis. Déjà comme ça, c'est pas facile. Deuxième tentative. Je cherche encore la bonne technique. Voilà. Et maintenant, il faut monter le fer. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. On y arrive. Donc maintenant, je vais commencer à dévisser chacune des têtes de vis pour pouvoir les plaquer contre le rouleau ici et plaquer le truc comme ça. Et ensuite, je vais régler la hauteur du fer. Maintenant, j'ai tout mon ensemble en place. Le fer et on appuie sur les ressorts des deux côtés. Maintenant, je vais pouvoir régler la hauteur du fer. Et pour ça, je vais utiliser cette pièce qui a été fournie ici. Alors, je vais essayer de zoomer un maximum pour que vous y voyez clair, mais ça ne va pas être simple. Cette pièce, c'est ni plus ni moins qu'un gabarit de positionnement. En fait, le rouleau porte-fer, il va s'appuyer aux deux extrémités ici. Et le fer, lui, il va s'appuyer sur cette pièce. Donc le ressort va vouloir plaquer le fer le plus haut possible et il va venir buter ici. Et donc il sera positionné à la bonne hauteur. Et donc ce gabarit-là, il a deux côtés, ce qui va permettre de positionner le fer de manière parallèle au rouleau. Je mets mon gabarit sur le rouleau et j'appuie dessus. Maintenant, cette partie-là et la partie de l'autre côté ici sont en appui donc sur le rouleau là. Le fer, il est positionné à la bonne position. Et tout en plaquant, je vais pouvoir desserrer les vis. Et je dis bien desserrer, parce qu'il faut que la tête vienne appuyer là. Pour pouvoir plaquer le fer en place. Pour le coup, là, c'est pas la peine de serrer comme un taré. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, j'essaye de vous montrer, mais c'est pas simple. Voilà. Maintenant, mon fer, il est positionné à la bonne hauteur. Il est bien placé comme il faut. Et je vais pouvoir maintenant serrer toutes les autres vis. Alors, l'idée, c'est de ne pas serrer comme un fou, comme je disais. Et le fait d'avoir enlevé les goupilles, rassurez-vous, ça n'a aucune incidence sur la sécurité, parce que ces goupilles ne servent à rien, littéralement. Ce système de blocage de fer, c'est le même sur ma Lurem, et j'ai jamais eu aucun souci. Et elle emmène des fers plus gros, donc plus lourds. Voilà, puis quand les vis, elles sont serrées, et ben on vérifie qu'on n'a pas bougé. Donc ici, je suis en contact, ici aussi, vous ne le voyez pas, mais faites-moi confiance. Et là, c'est pareil. Donc on est bien. Et voilà, il n'y a plus qu'à remonter le carter, et c'est hyper important, et je ne parle pas d'aspiration dans ce cas-là, c'est juste pour ne pas pouvoir mettre les doigts là où ça coupe. Là encore, pas la peine de serrer comme un taré, c'est quand même du plastique le carter. En parlant de plastique, il n'y en a pas beaucoup sur la machine. Il y a uniquement le carter, la poignée de la manivelle, que je vous ai montré tout à l'heure, mais tout le reste est en métal. Et ça, c'est rassurant. Bon, avant de remonter le carter d'aspiration, je vais vérifier que l'autre fer est bien positionné. C'est le meilleur moment pour le faire. Et ben, ma foi, c'est parfait. Pour l'instant, les réglages d'usine, ils sont nickel.
Je vous ai pas encore parlé des specs de la machine. Alors, cette machine, elle a un moteur déjà de 2000 watts. C'est pas mal, mais c'est un moteur à charbon. Donc attention, c'est moins performant qu'un moteur à induction, comme on dit, ou un moteur brushless. La machine peut accueillir des bois de 330 mm de large, ça je l'ai déjà dit, et on peut faire des planches d'une épaisseur entre 6 et 160 mm. Ça fait un beau débattement, et 6 mm d'épaisseur minimale, c'est pas mal. Au niveau des passes, on peut prendre entre 0 et 3 mm. Par contre, attention, évidemment, si vous entrez un bois de 330 mm de large, en chêne par exemple, du bois dur, eh ben, évidemment, vous n'allez pas prendre 3 mm en une seule passe, sinon vous allez tout casser. Vous allez bloquer la machine, vous allez avoir un résultat dégueulasse et vous ne serez pas content. Le constructeur vous donne dans la doc un tableau qui vous dit en fonction de la largeur de votre bois quelle est l'épaisseur de passe que vous pouvez prendre. Ce tableau, il a la bonne idée d'être reproduit ici sur le dessus de la machine. Par exemple, si votre bois fait jusqu'à 10 cm de large, vous pouvez prendre 3 mm. Entre 160 et 210 mm de large, vous pouvez prendre 2 mm. Et au-delà de 210 mm, vous pouvez prendre qu'1 mm. Par contre, attention, ce tableau ne vous dit pas si vous tapez dans du bois tendre ou du bois dur. Donc faites-vous votre propre idée et surtout, soyez pas trop optimiste. De toute façon, à mon avis, avec une machine avec des plateaux d'entrée et de sortie aussi petits, prendre 3 mm, c'est prétentieux. Un détail important encore, cette machine, c'est une raboteuse, et une raboteuse uniquement. C'est pas une rabot d'égo. Donc c'est pas une dégauchisseuse. La différence, c'est quoi? Eh ben, c'est la fonction. Une dégauchisseuse, par rapport à une raboteuse, ça n'a pas du tout le même rôle. Une dégauchisseuse, vous prenez un bois brut, vous passez à la dégauchisseuse, et à la fin, vous avez une face, et une seule, qui est plane, parfaitement plane. Après, la raboteuse entre en compte. On passe le bois dans la raboteuse avec la face parfaitement plane en appui sur la surface de référence ici. Et en s'appuyant sur cette surface de référence, la face opposée, celle qui est dessus, va être rabotée et on va réduire l'épaisseur de la planche brute pour avoir deux côtés rabotés parfaitement parallèles. C'est comme ça qu'on utilise une raboteuse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous avez une planche en forme de banane, vous allez l'entrer dans la machine comme ça, et puis vous allez raboter, et ensuite elle va ressortir de l'autre côté, toujours comme ça. Vous pouvez toujours espérer avoir une planche plate. Non, vous aurez une planche rabotée, mais toujours en forme de banane. Pourquoi? Parce que quand le bois va passer dans la machine, il va s'appuyer d'une part sur le plateau, d'autre part sur deux rouleaux qui sont à l'entrée et à la sortie de la machine. On ne les voit pas parce qu'ils sont là-dedans. Et ces deux rouleaux vont plaquer le bois et le rouleau qui comporte les fers va raboter. Voilà. Ça marche comme ça. Donc, si votre bois, il est flambé, eh ben, en sortie, il sera flambé parce qu'il sera en appui entre les deux rouleaux, certes, sauf que sur cette machine qui est toute petite, hein, finalement, l'écart entre les deux rouleaux, il est de 12 cm. Et c'est pas beaucoup. Donc, n'espérez pas dégauchir avec une raboteuse de ce type-là, ça marche pas. Il va falloir trouver d'autres solutions. Les autres solutions, c'est quoi? C'est soit une dégauchisseuse, soit une défonceuse avec un gabarit adapté. Bon, avant de passer au test de cette machine, je vous avoue que je suis assez impatient de voir ce que ça va donner. On va d'abord monter le piétement. Alors le piétement, eh ben, il est principalement fait de toutes ces cornières et d'un paquet de vis, de rondelles et d'écrous. Alors il y a 5 types de pièces, des pièces A, B, C, D, E, qui sont classées par ordre de taille. Et pour le montage, on va se débrouiller avec la doc, qui est très claire pour savoir où mettre les pièces. Par contre, pour la visserie, c'est pas la même. Bon, il y a quand même quelques indices, hein. Ici, les trous sont carrés. Ça veut dire qu'on va utiliser ces vis-là qui ont une partie carrée entre le filetage et la tête. Bon, j'ai mis de côté les vis qui vont servir à fixer la machine sur le piétement avec les rondelles qui vont avec et les écrous freins. Et de ce côté, j'ai les vis qui vont permettre d'assembler le piétement. Et là, je suis face à une énigme. Parce que j'ai des vis, très bien. J'ai des écrous, très bien. J'ai aussi des rondelles freins. Alors, les rondelles freins, ça vient se mettre ici, et ça va permettre d'éviter que l'écrou ne se desserre, donc ça c'est pas mal, mais j'ai aussi des rondelles classiques. Et là pour le coup, elles ne servent à rien ces rondelles, parce que si je mets une rondelle entre la vis et la rondelle frein, la rondelle frein elle va rien freiner du tout, parce qu'elle va se bloquer sur la rondelle qui elle peut tourner. Donc ça n'a pas de sens, donc ces rondelles, il ne faut pas les mettre à mon avis. Il faut utiliser les rondelles frein et les écrous. Une rondelle frein, vous voyez, c'est une rondelle qui est fendue. Donc là, j'ai monté l'écrou ici, la vis ici. Il faut imaginer qu'il y a un bout de tôle à la place de mon doigt, là. Et donc, quand je vais visser la vis, on va écraser la rondelle entre la tôle et l'écrou.
Et si avec les vibrations, la vis va vouloir se desserrer, bah déjà de ce côté-là, elle est bloquée dans le trou carré. Et de ce côté-ci, l'écrou, s'il veut se desserrer, et ben, il va se planter dans la rondelle et il ne va pas pouvoir tourner. Voilà, maintenant on met les petits pieds caoutchouc qui sont très très fins et qui vont pas durer longtemps. Aïe. Ouf. Donc vous l'avez compris, hein, ces trous ils servent à fixer la raboteuse. J'y vois pas clair. Alors il faut ces vis là, une rondelle dessus, dans le trou. Et en dessous, une autre rondelle et un écrou freiné. Et pour visser tout ça, les outils sont fournis. Et voilà, donc la bête montée sur son piétement, on a une hauteur utile d'environ 60 cm. C'est le moment de vérifier si les tables sont bien réglées. Donc j'ouvre les deux côtés, je vais utiliser un niveau que je sais droit et que je vais coller là. Donc le but du jeu, c'est d'être à la fois en appui sur le rouleau ici, sur le plateau et sur le rouleau de l'autre côté. Donc là on est parfait. Ici aussi, comme ça, pareil, impec et impec. Donc les réglages d'usine sont bons. On va pouvoir passer au test et donc je vais commencer par enlever la protection sur le plateau là. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la raboteuse, elle intègre des rouleaux entraîneurs bien sûr qui vont emmener le bois là-dedans. Et ce qui est important sur une raboteuse, autant que sur une dégauchisseuse, c'est qu'ici ça glisse bien. Le bois il n'est pas de frottement. En général, quand il y a des problèmes d'avance de bois, c'est parce que ici c'est pas assez lubrifié. Donc je vais commencer par mettre un peu de paraffine sur les plateaux. La paraffine, ça se présente en pain comme ça, donc celle-ci elle a pris chaud dans la voiture, c'est rigolo. Ça se trouve au rayon confiture à faire soi-même. Vous savez, les conserves Le Parfait et compagnie, là. Et ben voilà, c'est là qu'on trouve ça. Ça sert à sceller les conserves et ça sert aussi très bien. Vous voyez, frotter comme ça. Vous en mettez un petit peu. Un peu partout. Et l'avantage de la paraffine, c'est que le bois glisse et ça ne tâche pas. J'en mets sur la table de sortie aussi. Et voilà. Et donc un pain de paraffine comme ça coûte une poignée d'euros et ça vous dure une ou plusieurs vies. Après, il existe d'autres produits comme le glisse-bois ou le Silverglate, il y en a d'autres. Hein. Ça fait la même chose, sauf que c'est plus cher. Bon, on va commencer les tests doucement avec un petit bout de palette. Donc ce morceau-là, il n'est pas très large et ça fera bien l'affaire. Donc pour pouvoir régler la machine, moi ce que je fais, c'est que je mets le bois directement dedans et je commence à baisser le bloc de coupe. Au passage d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, la manivelle ici, il n'y a pas de système de blocage. Par contre, elle est relativement dure et je ne pense pas qu'elle bouge. D'autant plus que vous avez vu, hein, je fais pas mal de tours avant que ça descende un petit peu. Je ne connais pas la résolution pour un tour d'ailleurs. On peut le savoir d'ailleurs, puisqu'il y a la règle ici. Donc un tour, ça fait 2 mm à peu près. Donc je descends. Voilà, puis là, je suis en contact. Donc je remonte, donc de 2 mm. Je vois que je peux passer. Et là, je redescends de 2 mm encore, et on va voir si ça suffit. Alors je vais m'équiper, je vais mettre un casque, parce que ça va faire du bruit. Surtout, il ne faut pas oublier de brancher l'aspiration, bien sûr, et de la mettre en route. Ah bah pour une fois, l'embout de mon aspirateur se monte sur un outil sans que j'aie besoin de l'adapter. Et c'est parti.
Eh, le premier test, il est pas mal du tout, hein, vous voyez, donc c'est bien plat. Il n'y a aucune marque. J'ai regardé le bois à la lumière rasante, c'est franchement nickel. Ça veut dire que les fers sont en bon état, bah c'est normal, ils sont neufs. Hein. Ça veut dire aussi qu'ils sont bien réglés, ils sont bien alignés l'un avec l'autre. L'état de surface est excellent, alors évidemment, hein, je ne parle pas des trous de verre et des trous de clous de palette, bien sûr. Mais regardez, voilà, on est parti de quelque chose qui était pas bien beau, hein, qui était brut, et on arrive à quelque chose qui est tout à fait acceptable. J'irais même jusqu'à dire que c'est bien. C'est même très bien. Je suis agréablement surpris. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais raboter l'autre côté et je vais vérifier que j'ai la même épaisseur de chaque côté du bois, pour voir si la machine est bien réglée. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé le bois dans la machine une première fois. Ensuite, j'ai fait un demi-tour de manivelle, ce qui correspond à peu près, on a vu, à 1 mm. Et j'ai repassé le bois. Donc là, dans la position actuelle, les fers de rabot sont positionnés exactement à fleur du bois. Et vous avez vu, j'ai eu du mal à retirer le bois parce qu'ici, il y a des taquets qui permettent de laisser passer le bois dans un sens, mais pas dans l'autre. Et ça permet d'éviter que s'il y a par exemple un nœud ou autre, le bois parte comme une balle de fusil comme ça. Donc maintenant, je vais descendre le bloc de coupe d'à peu près 1 mm. Sur la manivelle, il est écrit down par là, down en bas, up par là. Donc je fais un demi-tour dans ce sens. Ça veut dire que je redescends le bloc encore 1 mm comme ça. Je remets mon casque et c'est parti. Alors, de ce côté-ci, mon bois, il fait quoi? Pile 17 mm. Et de ce côté-là, il fait 17 mm aussi. Si je regarde l'autre côté, il fait 17. Et de l'autre côté, il fait 17. Eh bien, on va dire que c'est bon. Bon, le premier test était facile. On va prendre un petit peu plus dur et on va monter progressivement en gamme. Cette fois-ci, je prends un bois d'à peu près la même largeur, à peine plus large, mais surtout plus dur. Ça, c'est du hêtre. Donc là, le bois est plus épais, donc il va falloir que je remonte le bloc de rabotage. Je glisse mon bois là-dessous. Hop, je redescends. Redescendre, c'est dans ce sens. Je suis embuté. Un tour. Et un tour. Donc le casque, l'aspirateur. Au passage, au premier test, l'aspirateur ne s'est pas bouché. Et ça, c'est bien. Eh ben, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Pour être tout à fait honnête, je ne m'attendais pas à un résultat pareil. Je m'attendais à de l'arrachement, je m'attendais à une qualité pas terrible. C'est pas du tout du même niveau que ma Rabot Dego, mais on n'est pas du tout dans la même catégorie de matériel. Mais franchement, c'est extrêmement satisfaisant. Bon, cette fois, on tape dans du lourd. Là, on a du chêne bien sec, avec des imperfections, il n'y a pas de nœud. Il fait plus de 15 cm de large, donc c'est pas mal déjà. Et vous voyez, il était coupé à la scie, il y a eu un trait de scie ici, un trait de scie ici, un coup de scie à main au milieu, ce qui fait qu'ici on a une petite bosse. Et ben on va s'occuper de raboter tout ça et de ramener tout ça à plat pour pouvoir raboter toute la largeur du bois. Alors, il n'y a pas de nœud, mais par contre, au bout, vous voyez, ça c'était un ancien montant de cheminée, il y a des mortaises qui peuvent bouger. D'ailleurs, on voit encore la cheville là-bas au fond, je ne sais pas si vous la voyez, qui peuvent bouger et qui peuvent être attrapées par les fers. Donc on va voir comment la machine va se comporter, c'est intéressant ça. Alors avant de lancer l'opération, je vais vérifier que je peux passer devant la machine et derrière. Donc derrière, il va falloir que je recule un peu la machine, ça passe pas. Et devant, il faut que j'enlève la caméra. Alors le bois vient de se bloquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tout simplement, la mortaise qui était là a commencé à partir et à se bloquer. Donc ça c'est normal, hein, c'est pas un défaut de la machine. Alors c'était jamais bien facile de voir ça à la caméra, mais le petit bout central ici qui dépassait, il n'existe plus. J'ai commencé à raboter ce côté qui est plus haut que ce côté-là, et je vais continuer à raboter jusqu'à avoir une surface parfaitement plane. Ici je vérifie que ça bouge pas, ça c'est bon. Ce morceau-là, si je peux l'enlever, ça serait pas mal. Non, bah écoutez, il risque de venir nous embêter encore une fois, mais c'est pas grave.
Avant de remettre la machine en route, je vous donne une astuce. Rappelez-vous, on a de chaque côté, ici, en dessous, 2 rouleaux qui viennent s'appuyer sur le bois. Et entre ces 2 rouleaux, on a le fer de rabot qui vient enlever la matière. Quand le bois rentre dans la machine ou quand il en sort, pendant un certain moment, ce n'est pas les 2 rouleaux qui vont s'appuyer sur le bois, mais ça sera qu'un seul. Du côté de l'entrée d'abord, ensuite les 2, et ensuite du côté de la sortie. Et pendant que le bois n'est pas bien plaqué par les 2 rouleaux, il se peut qu'il bouge comme ça. Par exemple, quand il sort de la machine, il va avoir tendance à basculer comme ça, ce qui fait que ce morceau qui est encore sous la machine va se rapprocher des fers et va se faire raboter. Et là, on va avoir un talonnage, c'est-à-dire qu'on va avoir une surface bien plane, et à la fin, on creuse un peu, et on a une surface qui n'est pas terrible. C'est pour ça qu'en général, déjà d'une part, quand on rabote des bois, on prévoit une petite surlongueur, et d'autre part, pour éviter ce phénomène, moi ce que je vous conseille, c'est quand vous mettez le bois dans la machine en entrée, vous le surélevez un petit peu comme ça, et en sortie, pareil, vous le surélevez dans l'autre sens pour soulager le bois. Comme ça, le morceau qui se trouve du côté de la sortie, il aura tendance à s'enfoncer plutôt qu'à se relever. Et au passage, ce bout de bois là, il n'est pas léger, et franchement, les 2 petits rouleaux là-dessus, là, eh ben, on s'y fait très bien, hein. C'est bien pratique. Alors cette fois, c'est la mortaise qui se trouve du côté de la sortie de la machine qui bloque. Donc là, on va faire une montée d'un tour, 2 mm. On va voir si ça suffit. Non, encore un. Tac. J'enlève les bouts qui dépassent, si je peux. Je peux pas. Il y en a bien un peu quand même. Ouais. Allez, on redescend de 2 tours. 1, 2. Vous le voyez, le morceau qui bloque là, le bout de mortaise, il a pivoté comme ça. Et dessous, il se trouve dans le trou là. J'en profite pour vous montrer ces 3 marques ici. Alors ça, c'est les 2 rouleaux à l'entrée et à la sortie de la raboteuse. Et ça, c'est la marque des fers de rabot. Donc ce qui s'est passé, c'est que comme le bois s'est coincé, il a bougé et il a forcé. Donc là, les rouleaux, ils ont patiné. Donc là, c'est pas creusé, c'est juste marqué par le caoutchouc des rouleaux. Et ici, par contre, ça a creusé. Et pour vous rendre compte de l'écartement des rouleaux, regardez, si je place ma main, hein, ils ne sont pas très écartés l'un de l'autre. Plus ils sont écartés, mieux c'est pour la stabilité du bois. Mais bon, là, pour le coup, vu que c'est une machine dite de chantier, c'est normal que l'écartement soit faible. Un autre détail important, ici on est à l'arrière de la machine et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de copeaux qui soient sortis de la bécane. Donc l'aspiration, contrairement à ce que je pensais, elle est efficace. Cette machine crache moins de copeaux par terre que ma grosse combinée. Allez, on va finir de raboter cette planche. J'essaye de vous montrer l'état de surface, c'est pas évident à filmer, mais là, quand je passe la main, c'est parfaitement lisse. C'est vraiment, vraiment nickel. C'est impressionnant. Franchement, je suis épaté par les capacités de la bécane. En toute franchise, je ne m'attendais pas à ça du tout. Allez, dernier essai, on va tester les capacités de la machine. Vous voyez le plateau d'entrée ici qui fait 330 mm. On va tester de raboter cette planche de chêne qui fait un petit peu plus que 330 mm de ce côté-là. Voilà. Et oui, forcément, un arbre, son tronc est cylindrique. Donc quand on le coupe en tranches, on a forcément un côté plus étroit que l'autre. Le côté que je vais essayer de raboter, c'est le côté le plus grand. Pourquoi? Tout simplement parce que si j'essaye de passer le côté le plus large en bas, il ne va pas rentrer ici et il va buter. Donc il ne sera pas raboté sur toute la largeur, normalement, puisque les fers ne sont pas assez larges. Mais ça va être intéressant de voir comment la machine va s'en sortir. Ce coup-ci, je vais vous montrer le rabotage par l'arrière pour vous montrer un petit détail embêtant. Le bois, quand il sort, il passe par là. Et le tuyau d'aspiration, il se trouve sur le passage, en fait. Donc souvent, il faut le pousser comme ça, le rabattre. C'est dommage, c'est un petit peu embêtant, mais bon, c'est pas très grave, mais il faut le savoir.
Bon, vous avez vu déjà pendant le rabotage, il n'y a pas de copeaux qui sort par terre, comme je vous disais. Vous avez entendu aussi que la machine force un peu. Alors pour info, j'ai fait des passes d'1 mm, qui est quand même dans du chêne d'une largeur pareille, plutôt honorable. Alors je ne suis pas allé jusqu'au bout du rabotage, parce que vous voyez ici, il y a encore des surfaces à raboter, mais je vous rappelle que la planche n'est pas dégauchie. Donc ça serait plus intéressant de la dégauchir d'abord et de la raboter ensuite. C'est pour ça que je ne suis pas allé plus loin, je ne veux pas gâcher le bois. Et l'état de surface, mais il est génial. On a un talonnage au bout. Alors à la vidéo, ça ne doit pas se voir, mais à l'œil, on voit une petite différence quand on sait où il se trouve, et on sait où il se trouve en passant le doigt. Donc il y a peut-être 1,5 mm, je ne sais pas. Donc il faut le savoir, le talonnage, il est sur à peu près 6 cm. Donc voilà, vous prévoyez une surlongueur de 15 cm pour vos bois, et vous pouvez découper ensuite ici, et vous avez un bois parfaitement plan, il n'y a pas de souci. Et mine de rien, la machine a quand même été capable de raboter une planche d'1 mètre de long. Et surtout, les 33 cm, ils y sont là. Hein. Je peux même vous dire qu'il y a exactement, c'est ça, 330 mm. Parce que de chaque côté du bois, vous voyez là, il y a un petit talon. C'est là que le fer s'arrête. Cette partie-là n'a pas été rabotée. Et de l'autre côté, c'est pareil. Et l'écart entre ces deux talons, il est exactement de 330 mm. Bon, je crois que c'est le moment de passer au bilan. Il y a pas mal de choses que j'aime sur cette machine, notamment les réglages, il y en a plein. Le fait de pouvoir régler le parallélisme du bloc de coupe, ça c'est bien. Le fait de pouvoir régler le positionnement des tables aussi, ça c'est indispensable. Et surtout, de pouvoir régler le positionnement des fers avec le gabarit de positionnement, ça c'est nominal. Franchement, j'aime beaucoup. Et en parlant de réglage, d'ailleurs, ce qui est sympa, c'est que les réglages d'origine, ils sont bons. Ça c'est appréciable, on ne perd pas du temps avec ça. Deuxième chose que j'aime bien, c'est la puissance. Vous avez vu, la machine, là, de mémoire, elle fait 2000 watts. Elle est capable de raboter sur 330 mm de large, une planche de chêne bien sec, sur 1 mm de profondeur. Je vous conseille d'ailleurs de ne pas aller plus loin sur la profondeur, même si la machine vous dit, vous pouvez, enfin, la doc vous dit, vous pouvez descendre à 3 mm. Si vous voulez ménager la mécanique, allez-y doucement. Parce que ici, là, c'est de la tôle, hein. Donc si vous forcez, vous pouvez tout casser. Donc si vous voulez que la machine vous dure longtemps, limitez les passes. De toute manière, même avec une machine en fonte, moi je ne prends pas 3 mm. J'en prends 2 maximum, mais jamais 3. Et puisque je parle des passes, pour info, la machine avance à 6 mètres par minute, ce qui est pas mal. Autre chose, les fers qui font 330 mm, j'avais peur que ce soit une dimension exotique et qu'on ait du mal à en trouver, du coup j'ai regardé un petit peu. Metabo en fait, je pense que cette machine est une clone de la Metabo ou qu'elle sort de la même usine, c'est bien possible. Ah, encore une chose sur les fers, très appréciable pour moi, ils sont affûtables. Ça, c'est un concept que je ne peux pas accepter. Moi, le concept de fer jetable, c'est un truc que je ne comprends pas. Donc les fers affûtables, c'est top. Encore un point que j'ai bien aimé, et là je m'y attendais pas du tout, je m'attendais même tout au contraire, c'est la qualité d'aspiration. Cette machine aspire mieux les copeaux que ma vieille Lurem des années 80. Alors c'est pas du tout les mêmes conceptions, mais pour le coup, la petite sortie d'aspiration, là, elle est efficace, et ça c'est essentiel. Et qu'est-ce que j'aime pas sur cette machine? Il y a quand même quelques petits trucs. Déjà, le fait que les fers soient pas standards, ça risque d'être compliqué pour en trouver le jour où ils se font plus, ces fers de 330 mm. En tout cas, c'est plus rare que des fers standards qui font par exemple 310. Ce que j'aime pas non plus, et toujours pour les fers, c'est la conception d'origine de la fixation, là, avec les goupilles fendues qui servent à rien. Ça complexifie énormément le démontage et le montage, et ça apporte rien du tout. Donc, quand vous achetez cette machine, la première chose à faire, vous démontez le capot d'aspiration, vous enlevez tout le bloc de maintien des fers, vous dégagez les goupilles d'un coup de pince, et vous remontez le tout, et là vous êtes tranquille, vous avez une machine nominale. Et le troisième point que j'ai pas aimé, et ce sera le dernier, c'est le fait qu'il n'y ait pas de système de blocage de la position du bloc de rabotage. Ça, c'est un truc, bon, effectivement, même si la manivelle, elle bouge pas, peut-être que dans le temps, ça bougera un peu, et j'aurais aimé un petit verrouillage. Ça coûte pas grand-chose, et ça sécurise pas mal. Encore un truc que j'aime bien, c'est la capacité à ne pas prendre de place. Vous voyez, une fois qu'elle est repliée comme ça, ça prend la place du piétement, donc on va dire à peu près 50 cm au sol. Et franchement, c'est pas mal dans les petits ateliers, ça. Voilà, donc le bilan, il est globalement positif. Alors, à qui je destinerai cette machine? En fait, à l'amateur éclairé. Évidemment, pas au professionnel, hein, c'est pas du matos pro. Par contre, même pour quelqu'un qui rabote pas mal, cette machine, elle m'a l'air sympa, elle a l'air durable, pour peu que vous l'aménagiez en faisant des petites passes. Encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est important.
Contrairement à la scie de la même marque que j'avais testé, cette machine, elle est pour pas mal de monde. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs le test de la scie, je vous invite à la voir par ici. En attendant, je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à très bientôt dans le garage. Bisous!